Sénateur Dagenet. Oui. Alors, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Alors, sénatrice, sénateur, de prime abord, je vous indique, comme plusieurs de mes collègues, que je vais voter contre cette imposition de la loi des mesures d'urgence qui constitue de toute évidence une violation injustifiée des droits fondamentaux et une appropriation honteuse du pouvoir de la part d'un premier ministre qui vient de faire encore une fois la démonstration de son incapacité de gouverner de façon démocratique et transparente. Loin de moi l'idée de dire qu'il ne fallait pas mettre fin à la manifestation devant le Parlement. Mais une manifestation qui a dégénéré à cause de l'inaction et de l'incompétence du premier ministre n'est définitivement pas ce qu'on appelle une menace à la sécurité de notre pays. Des propos inappropriés sur des pancartes ou encore via les réseaux sociaux ne peuvent être sans autre preuve la base d'une invocation de la loi des mesures d'urgence, sans quoi on vivrait en continuel état de mesures d'urgence. Pour le premier ministre Trudeau, les manifestations étaient devenues davantage une menace à son image publique et une menace à son image au sein de son caucus. Rien ne justifie aujourd'hui qu'on sorte pour la première fois de l'histoire du Canada cette loi adoptée pour faire face à une véritable menace à notre sécurité nationale, une loi qui contient des conditions claires pour sa mise en force qui n'ont jamais été respectées par le gouvernement actuel. Cette loi, mise à la disposition du Parlement du Canada en 1988, contient des règles strictes qui ont été adoptées pour s'assurer qu'aucun gouvernement ne répète les abus commis durant la crise d'octobre de 1970, quand Pierre Elliott Trudeau, le père de l'actuel premier ministre, avait invoqué la loi des mesures de guerre de l'époque. Parmi les balises de la loi des mesures d'urgence de 1988, il y a celle qui oblige le gouvernement fédéral en place à consulter au préalable les gouvernements des provinces. Il est assez facile de constater, de par la réaction de certains des premiers ministres du pays, qu'aucune consultation digne de ce nom n'a eu lieu. Cette absence de consultation lui démontre à quel point le premier ministre Trudeau, fils, méprise tout comme son père était capable de le faire, les règles démocratiques, les compétences provinciales et les droits fondamentaux de citoyens qui ne pensent pas comme lui. Une occupation illégale d'un centre-ville par des camionneurs n'est pas une insurrection. Encore moins quand on ne rapporte aucune violence de la part de ceux qui voulaient se faire entendre. Ce n'était que des citoyens en colère. Le gouvernement et le Sénat du Canada n'ont pas à adopter contre eux des lois et des méthodes dignes de certaines dictatures. Il fallait juste agir au bon moment pour éviter que de cet état de siège sur la colline parlementaire s'étire sur 3 semaines. Mais revenons au contenu de la loi des mesures d'urgence de 1988. Collègues sénateurs, je le dis et je le répète, ça ne prend pas une loi des mesures d'urgence pour démanteler des barricades, arrêter quelques récalcitrants et remorquer des camions. Ça prend juste un leader à la tête du pays capable de prendre ses responsabilités au bon moment pour éviter que la situation ne dégénère. Pour recourir à cette loi exceptionnelle, le gouvernement avait aussi l'obligation de nous faire la démonstration qu'il n'existait aucune autre option dans les circonstances. Mais où était le premier ministre Trudeau dans les 2 premières semaines de la manifestation et qu'a-t-il fait pour dialoguer et calmer les camionneurs en colère? Rien, absolument rien. Justin Trudeau avait choisi de rester dans son chalet. Et pire, il a même jeté à distance de l'huile sur le feu par ses propos provocateurs à l'endroit des manifestants en les traitant de rouspéteux. Malheureusement, je constate et j'espère que vous serez en mesure de le constater comme moi, que le leadership que doit avoir un véritable homme d'État ne fait pas partie de l'ADN de Justin Trudeau. Mais plutôt que de dialoguer, Justin Trudeau aime mieux dicter. Aujourd'hui, je suis sénateur, certes, mais je suis un ancien policier qui a vécu sur les barricades durant la crise d'Oka, où la violence était définitivement plus présente que sur la rue Wellington à Ottawa. Et personne en 1990 n'a demandé l'adoption de la loi des mesures d'urgence pour résoudre le conflit. Ce n'était même pas nécessaire pour obtenir l'intervention des forces armées qui sont venues épauler les services policiers. Le dialogue et la médiation ont permis de dénouer la situation. En plus de cette crise d'Oka, il y a eu ces dernières années le Sommet des Amériques dans la ville de Québec, le G20 à Toronto et le G7 de Charlevoix, où les services policiers ont pu contrer des manifestants internationaux professionnels, et je dis bien des manifestants internationaux professionnels, sans avoir recours à la loi des mesures d'urgence. Je me répète, une manifestation n'est pas une insurrection.
Nous dire aujourd'hui que les services de police avaient besoin de la loi des mesures d'urgence pour agir face aux manifestations de camionneurs, c'est nous mentir effrontément. Un examen rapide des pouvoirs policiers démontre clairement que tous les services de police concernés par les mouvements de camionneurs avaient tous les pouvoirs pour intervenir, même celui de réquisitionner des remorqueuses pour saisir et déplacer les camions qui se trouvaient sur la rue Wellington. Pourquoi n'ont-ils pas agi dès le début? Il faudra définitivement faire un jour un examen de la chronologie des décisions qui ont été prises. Ça viendra, je l'espère, une fois que la poussière sera retombée. Mais je le répète, les pouvoirs nécessaires existaient il y a 3 semaines, il y a 2 semaines et la semaine dernière. Ils existaient bel et bien dans les lois actuelles du pays sans avoir besoin d'une loi matraque comme la loi des mesures d'urgence. Comme je vous le dis, est tellement vrai qu'avant la même, ce que je vous dis est tellement vrai qu'avant la même mise en place de cette loi par le gouvernement Trudeau, les services de police avaient réussi à dégager pacifiquement le pont Ambassador entre Windsor et Détroit et le poste frontalier de Coutts en Alberta. Comment et pourquoi? D'abord, comment? En faisant tout simplement appliquer les lois par nos policiers. Et pourquoi? Parce que le commandement non visible de ces opérations au pont Ambassador et à Coutts était assumé par le président des États-Unis et non le premier ministre du Canada. En résumé, le leadership de Joe Biden a suffi pour que les policiers canadiens passent à l'action. Je me permets de dire ici que les enjeux économiques qui étaient importants pour les Américains ont sûrement pesé lourd dans la rapidité d'intervention aux frontières. Ici au Canada, les enjeux économiques sont malheureusement trop souvent ignorés pour faire place aux enjeux politiques partisans des libéraux. Et à ce sujet, comment ne pas se rappeler des faits qui remontent seulement à 2 ans? Pas plus tard qu'en février 2020, le premier ministre Trudeau avait clairement fait la preuve de son peu de souci pour l'économie du Canada en n'intervenant pas dans le blocage des voies ferrées par les communautés Wet'suwet'en et leurs supporters en Colombie-Britannique, à Belleville en Ontario et à Saint-Lambert à Québec. Ces manifestations de 2020 avaient eu des conséquences économiques beaucoup plus graves que celles de la rue Wellington. Chaque jour, des dizaines de milliers de citoyens ne pouvaient se rendre au travail et le CN avait dû annuler des services et mettre à pied des centaines d'employés à cause du blocage de voies ferrées par des opposants à un gazoduc. Tout ça a eu lieu pendant des semaines sans que le premier ministre Trudeau invoque la loi des mesures d'urgence, alors que son ministre des Transports, Marc Garneau, affirmait dans les médias que cela allait faire dérailler l'économie du pays. Mais demandons-nous pourquoi. Demandons-nous aussi s'il n'y a pas 2 catégories de citoyens contestataires au Canada. Parce que si je me rappelle bien, le premier ministre Trudeau avait, à peine une semaine après le début des blocages des voies ferrées, désigné le ministre Mac Miller pour aller écouter les doléances des représentants des communautés autochtones. En 2020, c'est-à-dire il y a 2 ans à peine, le gouvernement écoutait et refusait d'intervenir par force de loi pour mettre fin au blocage des voies ferrées en prônant le dialogue comme solution. Avez-vous entendu parler d'une ouverture au dialogue avec les camionneurs qui bloquaient la rue Wellington? Moi, pas. Et pourtant, c'est là un élément préalable essentiel pour mettre en place la loi des mesures d'urgence. Face à la manifestation des camionneurs, où était Justin Trudeau après une semaine? Où était-il après 2 semaines? Posons-nous la question. Demandons-nous quelle crédibilité faut-il lui accorder aujourd'hui lorsqu'il vient nous dire qu'il doit absolument avoir recours à cette loi pour répondre à l'urgence de la situation. J'ai plutôt parlé de manque de leadership. On peut maintenant parler d'incohérence politique quand on compare ses agissements au blocage de 2020 et ceux de cette année. Je suis porté à croire que le député libéral Joël Lightbourne a raison lorsqu'il affirme que son gouvernement fait tout pour instrumentaliser la crise de la COVID-19 en divisant les citoyens à des fins politiques partisanes. Et permettez-moi de vous dire que le nombre de personnes partageant mon avis sur le sujet est en forte croissance. Je vais maintenant vous parler d'un autre point évoqué par le gouvernement Trudeau pour recourir à la loi des mesures d'urgence, et on parle du financement occulte et étranger des manifestants. Selon le gouvernement, il faut permettre aux services de police canadiens de contrer le financement étranger des organisateurs des manifestations de camionneurs au Canada en leur donnant le pouvoir de geler leur compte de banque. Sincèrement, c'est désolant d'entendre cela parce que ça équivaut à dire publiquement que le SCRS et le CANAF ne faisaient pas leur travail avant la mise en place de la loi des mesures d'urgence.
Nos services de renseignement sont pourtant bien branchés avec leurs vis-à-vis américains et avaient sûrement de façon quotidienne toutes les informations nécessaires sur la situation. Mais leur discrétion légendaire et nécessaire sur leur méthode de travail ne nous permettra jamais de tout savoir sur la réalité de la menace financière alléguée et instrumentalisée par le premier ministre pour faire appel à cette loi des mesures d'urgence. Et si je n'ai pas raison sur le fait que nos services de renseignement sont très efficaces, il serait grandement temps de passer à l'action pour renforcer leur pouvoir. Malheureusement pour le premier ministre, c'est pas ce que j'ai entendu, y compris de nombreux témoignages devant le comité sénatorial de la Défense et de la Sécurité nationale où je siège depuis 10 ans. Parlons maintenant de la saisie d'armes à feu par la GRC, qui fait partie de l'argumentaire politique du gouvernement pour recourir à la loi des mesures d'urgence. Selon la GRC, ces armes saisies à la frontière étaient destinées à des camionneurs de l'Alberta. J'attire d'abord votre attention sur le fait que la saisie a pu être opérée par la GRC sans la loi des mesures d'urgence. Mais je veux surtout que vous reteniez qu'en aucun moment, le gouvernement Trudeau ne nous a fait la démonstration que ces armes pourraient servir à renverser le gouvernement par la force. Soyons sérieux un moment. On ne peut alléguer à une insurrection alléguée sérieuse uniquement parce qu'on a saisi des armes à la frontière dans une province du pays. Je suggère fortement au gouvernement de demander aux services de police de se positionner efficacement autour de la réserve Mohawk d'Akwesasne, où ils pourraient facilement intercepter chaque semaine des camions d'armes illégales qui entrent au Canada. Mais ces armes qui entrent au pays ne dérangent pas le premier ministre Trudeau. Elles ne servent qu'à des gangs de criminels organisés qui assassinent des adolescents à Montréal, entre autres, Toronto et Vancouver. Mais où se cache le premier ministre quand les services de police lui demandent de légiférer sur les armes de poing? Là, au moins, son intervention pourrait servir à sauver des vies. Finalement, parlons d'un autre élément essentiel après la mise en place de la loi des mesures d'urgence de 1988. Le gouvernement a l'obligation de former un comité d'enquête indépendant sur l'utilisation de la loi 60 jours après son adoption et ce comité doit faire rapport au Parlement et au Sénat dans les 360 jours suivants. Voilà ce que dit la loi. Tout ça est bien beau, mais comment faire confiance au premier ministre Trudeau pour permettre une vérification indépendante et complète des décisions des gestes posés? Et rappelons-nous que c'est ce même premier ministre qui, en août 2020, a prorogé les travaux de l'autre chambre, mettant fin à 3 comités chargés d'examiner le financement questionnable de son gouvernement dans We Charity. Juste ça soulève un doute dans ma tête. La transparence ne fait pas partie des valeurs du Parti libéral du Canada et de son chef, Justin Trudeau. Son manque de transparence est tel qu'aucun membre de ce gouvernement n'a voulu participer à un comité plénier dans cette Chambre pour répondre à nos questions. Ce n'est rien d'autre qu'un manque de respect pour l'exercice démocratique que nous sommes en train de faire. En réalité, nous sommes ici pour adopter une loi qui n'a pas sa raison d'être. Et bien plus, c'est une loi qui n'a plus sa raison d'être maintenant que la rue Wellington est dégagée. Pour moi, la loi des mesures d'urgence qui est devant nous est le symbole de la faiblesse du premier ministre en poste qui tente par tous les moyens de sauver son image, caractérisée par du traînage de pied dans ce dossier, comme dans beaucoup d'autres grands dossiers qui sont apparus dans son bureau. Quelques exemples rapides pour ceux qui seraient tentés de penser que j'exagère. Le blocage des voies ferrées par les communautés Wet'suwet'en en 2020, du traînage de pied. La politique sur l'ingérence possible de Huawei dans notre sécurité nationale, traînage de pied. Taxer les GAFA, traînage de pied. Nomination d'un ambassadeur à Paris, traînage de pied. Renouveler l'équipement désuet de nos forces armées, du traînage de pied. Et en terminant, de l'eau potable dans les communautés autochtones, du traînage de pied. Et je vais m'arrêter ici. Mais sommes-nous surpris de constater que c'est encore du traînage de pied qui permet à ce premier ministre de tenter de nous enfoncer dans la gorge d'une loi réservée aux situations extraordinaires, ce qui n'était définitivement pas le cas avec une manifestation de camionneurs qu'on aurait pu refouler sans loi spéciale après quelques jours d'occupation. Sénatrices et sénateurs, c'est notre devoir de résister aux abus politiques et législatifs d'un premier ministre qui a été inefficace devant une situation qui commandait du leadership, de l'ouverture aux discussions et une certaine fermeté. Le Canada mérite mieux qu'un premier ministre qui veut gérer le pays confortablement assis dans son chalet. Comme sénateur,
Je ne veux pas passer à l'histoire pour avoir donné mon approbation à cette loi, comme l'ont fait hier soir dans l'autre chambre des députés du NPD en se pinçant le nez. Dites-vous que sans la complicité nauséabonde du NPD, cette loi ne serait même pas devant nous aujourd'hui, et je vous remercie.